Alors, je me présente, je m'appelle Claire Blanger, je suis directrice de l'agence de voyage Skipper. C'est une agence de voyage que je vais vous montrer maintenant, uniquement sur web, qui consiste à réunir des skippers professionnels, en fait, propriétaires de leur bateau, et qui proposent des séjours en mer qui peuvent s'adresser à tous, de la demi-journée jusqu'à la semaine ou 2 semaines, un petit peu partout dans le monde. Ouais, dites-moi un Qui petit peu, permet. Claire, pardon, Claire, dites-moi un petit peu qui vous êtes, voilà votre parcours, un peu, voilà, très très vite, voilà, pour qu'on puisse vous situer en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Donc moi, j'ai commencé en tant qu'ingénieur dans une entreprise de conseil pendant 8 ans. Et ensuite, j'étais complètement fan de voyage, en fait. Et j'étais avec une associée qui, elle, faisait souvent du bateau, du voilier, parce que ses parents étaient propriétaires d'un voilier. Et moi qui ai voulu essayer cette activité, je me suis vite aperçue des contraintes quand on n'y connaissait rien. C'est-à-dire qu'on nous proposait des voiliers entiers, donc il fallait louer entièrement, et on nous proposait un Bavaria 44 ou un Sunfast 37, mais avec plein d'éléments techniques. Mais en fait, effectivement, quand on n'y connaît rien, c'est incompréhensible. On ne sait absolument pas quel bateau choisir. Et j'en étais arrivée à la conclusion que cette activité était quand même assez élitiste, qu'elle était réservée à ceux qui avaient des proches qui avaient un bateau, ou alors, et puis qui aussi avaient les sous de louer un bateau entier. Du coup, on s'est dit avec mon associé que c'était dommage en fait que cette activité reste élitiste, et on a eu envie de la démocratiser avec notamment des skippers indépendants, et on a créé le site Skipper. Alors, je vais juste vous montrer en 2 minutes pour vous, vous montrer un petit peu le contexte. Je vais partager mon écran. Alors, je vais vous donner voilà, c'est bon, vous pouvez partager votre écran. D'accord, merci. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'allume pas. Ah voilà, hop. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu comme le site est fait. Donc, on tombe sur la home avec ensuite plusieurs catégories d'offres ou de skippers, et on peut choisir en fait dans toutes les destinations. Donc, par exemple, on prend Bretagne, c'est à la mode puisqu'en ce moment les gens restent principalement en France. Croisière cabine, ça veut dire qu'on peut partager le bateau avec d'autres passagers et partager également le prix. Et ensuite, en fait, on a tout type de croisière qui s'affiche avec différentes durées, une journée, 2 à 5 jours, 6 jours ou plus, tout type de bateau. Et on choisit la date, son budget, etc. Ce qui nous permet en fait de prendre non pas, de choisir non pas entre deux voiliers différents, mais choisir des séjours, des voyages. Donc, on va partir une journée au Glénan, un week-end à Belle-Île ou une semaine pour faire la côte bretonne. C'est pour un peu vous situer le contexte. Et après, nous, on existe depuis en fait 6 ans maintenant. On a essayé beaucoup de choses en tant que support digitaux qui pourraient nous aider au départ pour nous faire connaître. Et donc là, j'avais un peu envie de lister un peu les différentes actions qu'on a faites, et en fait de vous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et d'essayer de vous expliquer ça n'a pas marché, dans quel cas est-ce que ça aurait pu marcher. Voilà, pour ceux qui seraient susceptibles d'avoir une entreprise de voyage ou d'en créer une. Alors déjà en termes de SEO, parce que c'est aujourd'hui notre principale acquisition à 90%, donc ça veut dire le référencement naturel. Au départ, on avait créé des pages produits avec tous les renseignements qu'il fallait sur un produit et notre home. Et on s'était un peu arrêté là. Et ensuite, on s'était dit, ah ben, on va, pour augmenter le trafic, faire d'une part des pages de blog. Donc, on avait fait des pages de blog qui étaient sur des thèmes particuliers, par exemple sur des idées croisières, sur des conseils, sur le slow travel, par exemple, le tourisme responsable, mais même ensuite par destination. Et on avait fait aussi ce qu'on appelle des… Alors, je ne sais pas exactement quel…
si vous voyez tout. Mais on avait fait ensuite ce qu'on appelle des pages où les utilisateurs pouvaient arriver et qui en fait leur permettaient d'avoir des renseignements sur les différentes destinations, donc des guides de navigation sur toutes les principaux pays, en leur disant ce qu'il y avait de sympa à voir. Alors, ces pages-là, ainsi que les pages du blog, ça marchait entre guillemets au niveau du trafic, parce qu'effectivement, ça ramène des gens. Par contre, on a vite vu que malgré le trafic que ça rapportait, les conversions n'étaient pas là. Donc, en fait, je pense que soit on a vraiment installé des outils marketing hyper performants sur plusieurs semaines, voire plusieurs années, pour pouvoir guider les gens qui arrivent sur ces pages, pour ne pas les lâcher, pour leur proposer des choses, pour leur envoyer des catalogues. Voilà, soit on a plein d'outils, soit effectivement la conversion n'est pas si facile que ça. Une fois qu'ils arrivent sur ces pages, ils s'en vont, ils ont vu ce qu'ils avaient à voir. Et donc, en fait, on en est un peu revenu à ces landing pages qu'on nous avait vendus comme essentiels pour faire en fait du référencement directement sur notre site. Du coup, on a poussé le référencement relativement loin pour que à chaque alors je vais peut-être passer, on va le voir là, voilà. À chaque destination, en fait, on aura du texte, du référencement, des indications sur les principales escales, etc. Ce qui fait que les gens, quand ils vont taper croisière île anglo-normande, ils arriveront rapidement en référencement naturel sur notre site. Et on a construit, on a fait vraiment une architecture pour tout notre site par destination avec des pages, des sous-pages qui renvoient chacune les unes aux autres pour que Google comprenne l'entièreté de l'architecture du site et pour pouvoir être référencé sur tous les mots-clés qui nous importent dans chacune des destinations. Et en fait, on a vu que ça, non seulement ça ramenait du trafic, alors peut-être un peu moins que les pages de blog, mais c'était bien meilleur à la conversion, puisqu'en fait, dès que les gens arrivent sur des pages recherche, ils vont directement aller voir les différents produits qu'on propose et nous font une demande. Et la conversion est bien, bien meilleure en fait que ce qu'on a pu faire avant avec des landing pages. Ça, c'est la première chose. Le SEO et le SEO, pour nous, ça a vraiment été une solution pérenne. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire de référencement naturel, tout le travail qu'on fait en ajout de contenu, choses comme ça, c'est des choses qui durent. Voilà, il n'y a pas d'effet à un moment donné qui vont faire un pic de trafic. Et puis, ce pic de trafic va au fur et à mesure diminuer parce que eh bien, les médias supports feront ensuite d'autres liens vers d'autres sites. Alors, je voulais aussi vous parler évidemment, des autres supports digitaux qu'on a utilisés depuis la naissance de notre site. En fait, on a commencé par utiliser tout ce qui était Google AdWords, donc SEA. Alors ça, il faut savoir que on a rencontré des gens qui étaient experts, soi-disant, du domaine et qui nous disaient qu'il fallait absolument prendre des mots long trends, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que des mots finalement moins tapés par les internautes et plus spécifiques à notre site et que ça marchait très bien. La vérité, c'est que quand on va prendre des mots qui sont vraiment très longs, croisière à Jersey, week-end, en famille, etc., on s'aperçoit que ce mot-là n'est pas tapé. Donc, il faut quand même pouvoir prendre des mots qui soient tapés, donc pour lesquels on va recevoir du trafic. Mais il faut aussi prendre des mots, effectivement, que quand ils sont trop tapés, on voit qu'il y a une surenchère de toutes les agences du monde pour ces mots-là et finalement, on va payer très cher au clic. Donc, ce qu'on a vu, en fait, c'est que par rapport au nombre de demandes qu'on avait par campagne, et donc la conversion qu'on en avait, parce qu'on ne conclut pas toutes les demandes qu'on a, on en conclut à peu près 30%. Finalement, si on se retrouve à avoir dépensé 1 000 € pour une campagne et avoir peut-être 10 demandes, donc 3 ventes, au final, par rapport à la commission qu'on touchait, ce n'était pas forcément rentable. Donc, ce qu'on a conclu, nous, en tout cas, c'est que l'AdWords, c'est très bien, mais pour des produits qui coûtent cher, pour des marges qui sont assez fortes et pour lesquelles on peut se permettre d'avoir un coût au clic qui soit un peu plus important. Et finalement, pour tous les paniers qu'on a qui nous rapportent plus de 200-300 € de commission, de marge pour nous, ça commence à être valable. Mais autrement, pour une marge plus petite, alors
Je dis pas que c'est valable pour l'entièreté des sites qui existent, mais en tout cas, nous, ce qu'on a vu pour nos propres échelles, c'est que pour des marges qui étaient trop petites, le jeu n'en valait pas la chandelle. Alors après, on n'a pas non plus un expert SEA dédié dans notre équipe. Donc voilà, les choses sont un peu différentes et on le gère comme les autres médias digitaux avec d'autres. Mais en tout cas, voilà ce qu'on a conclu. Ensuite, on a également essayé les Facebook, notamment la publicité Facebook. Et alors ça, on en a aussi conclu que ça nous faisait effectivement du trafic, mais absolument pas de conversion. En fait, le public n'était pas forcément ciblé parce que notre activité à nous, elle s'adresse à tout type de gens. On fait un tiers de célibataires, un tiers de couples, un tiers de familles, pour des gens qui vont de 20 à 75 ans. Partout dans toutes les villes. Et donc, finalement, on n'arrivait pas à cibler notre public qui a, pour 50% de nos clients, ne sont jamais montés sur un bateau. Donc, on ne pouvait pas non plus cibler le public de ceux qui partent en voilier. Et finalement, c'était absolument pas rentable de cibler la France entière ou même quelques villes pour un sujet qui, on ne sait pas finalement si ça les intéresse. Donc, notre conclusion, c'est que Facebook Ads, ça peut marcher pour les choses qui sont extrêmement locaux, extrêmement régionaux. Je monte un bar, je monte un restaurant, je monte une activité nautique même vraiment dans un endroit particulier où je vais avoir des gens qui me suivent en permanence et qui vont revenir chez moi. Effectivement, ça peut marcher parce que là, la cible géographique des publicités Facebook va être relativement restreinte, ce qui va nous coûter beaucoup moins cher. Mais pour nous qui s'adressons à tout type de public, on a assez vite arrêté la publicité Facebook alors qu'on travaillait avec un cabinet expert théoriquement, parce que franchement, il n'y avait aucune conversion de ce public-là. On a également essayé d'avoir des liens sur d'autres sites du référencement externe. Ça marche évidemment si ils ne demandent rien en retour. Donc, nos partenaires, par exemple, avec qui on travaille, on leur a tous demandé de faire un lien vers notre site en leur expliquant qu'évidemment, il y a des gens qui proposent toujours des doubles liens. Sauf que Google n'aime pas les doubles liens, c'est pas forcément une bonne idée, ça fait perdre beaucoup de temps pour un effet très réduit. Il faut des liens qui soient uniques. Donc, nos partenaires, on leur a dit qu'effectivement, ils faisaient un lien vers notre site, mais pas forcément vers notre site au total avec des clients qui trouveraient toutes les offres, mais vers leur offre personnelle, ce qui fait que ça ne les dessert pas forcément en fait. On a fait ça parce que pour tous les sites qui nous demandaient de verser un abonnement en nous disant qu'ils allaient faire de la publicité pour notre site, d'abord c'est éphémère, c'est-à-dire que le jour où on arrête de payer l'abonnement, la publicité disparaît, donc on a investi beaucoup dans quelque chose qui a finalement disparu. Et puis surtout, l'abonnement a fini par être cher par rapport, encore une fois, aux conversions qu'on recevait de leur site. Donc, il ne faut pas forcément se fier au clic des autres sites vers le nôtre en se disant que, voilà, à partir du moment où on a du trafic, c'est bien. Non, c'est pas forcément bien. On a aussi travaillé avec Ouest France, on était en partenariat. Donc, ils faisaient venir beaucoup d'internautes vers notre site. Alors, c'était bien pour peut-être la renommée, mais en tout cas, c'était du public qui n'était absolument pas ciblé. Et du coup, les conversions étaient quasiment nulles. Donc, en fait, pour moi, soit on arrive à trouver un partenaire qui arrive à faire des liens, peut-être payants, mais avec un public extrêmement ciblé que ça va intéresser et qui va convertir. Mais pour tous les sites où on n'est pas sûr du ciblage du public, en tout cas, nous, je sais qu'on a arrêté tous les abonnements divers et variés parce que au bout d'un moment, ça fait vraiment des investissements et des investissements qui ne sont pas forcément rentables. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, en fait, nos médias digitaux, bien sûr, on a une page Facebook, on a même une page Instagram. La page Facebook, on l'alimente assez souvent. La page Instagram, un petit peu moins. Voilà, mais c'est des supports qui sont gratuits, qui ne nous coûtent rien et qui s'adressent quand même à une communauté. En revanche, tous les autres supports numériques payants, on a arrêté en fait de les utiliser
Je sais qu'il y en a qui les utilisent, notamment des publicités. Alors nous, on n'a jamais essayé la télévision. Je sais qu'il y en a qui passent à la télévision et qui me disent que ça leur rapporte effectivement sur le coup, parce que ça reste relativement éphémère, un certain nombre de clients. Mais nous, je sais qu'on a préféré privilégier en fait vraiment le référencement naturel pérenne, encore une fois, plutôt que les supports payants qui en fait étaient payants, mais où le gain était vraiment restreint. Voilà ce que j'avais à dire sur les différents médias digitaux qu'on a utilisés, nous, dans notre société. Voilà, on a pu on utilise d'autres, on essayait d'autres, mais qui n'ont pas fonctionné. Voilà. Et aujourd'hui, avec le référencement naturel, ça marche très bien, malgré la crise où effectivement qui a fait un petit creux d'activité au mois d'avril. Aujourd'hui, c'est reparti vraiment très fort. Donc voilà, l'intérêt aussi du référencement naturel, parce que quand il n'y a plus de clients, ça ne coûte rien et ça peut repartir très vite. Voilà. Merci Claire. Donc, si on peut faire pas conclure sur cette partie, mais donc investir plutôt dans du SEO sur du long terme que de faire des opérations qui peuvent potentiellement amener beaucoup de trafic, mais très peu qualifiés. Ou alors, il faut bien choisir les partenaires qui vous amènent du trafic. Voilà. Et concernant les autres réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn, est-ce que vous avez justement essayé de l'acquisition via ces réseaux sociaux? Alors, sur LinkedIn, nous, on en avait fait un peu. Malheureusement, pour ceux qui font du B2C, si je dois dire, donc qui s'adressent directement aux consommateurs grand Oui. public, euh, l'activité de LinkedIn est vraiment assez compliquée parce que on ne sait pas tout simplement qui cibler. Donc, on pourrait cibler, mettons, des gens qui éventuellement ont un panier ou peut-être une position assez importante, son C++, pourraient être intéressés, mais on sait que ça va nous prendre beaucoup de temps. Alors que j'ai vu des entreprises qui exploitaient LinkedIn de façon très performante et j'avoue que c'était des entreprises B2B. Donc, moi, ça m'a donné des idées quant, par exemple, à tout ce qu'on pourrait faire pour essayer d'avoir des CE, en fait, d'entreprises, de différentes entreprises. Donc, ça, je me dis que ça peut être très intéressant. Mais franchement, pour du B2C, j'ai jamais vu encore d'entreprise qui l'utilisait et qui savait comment l'utiliser de façon vraiment intéressante. D'accord, il n'y a pas un réseau social donc, qui sort un peu du lot, comme Pinterest, on en parlait tout à l'heure, ou Instagram, qui pourrait vous amener du trafic un peu qualifié via des micro-influenceurs ou des influenceurs, par exemple. Alors, bon, Instagram, on l'a fait. Le seul problème, ce qui nous avait un peu gêné dans Instagram, c'est que dans l'ancienne version, c'était il n'y a pas très longtemps, tout le monde pouvait avoir accès aux contacts. Donc, en fait, on a eu des partenaires qui, tout d'un coup, s'adressaient à tous nos contacts de façon un petit peu comme ça, cavalière. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui nous a forcément plu. Maintenant, je crois que on m'a dit que ça avait été corrigé récemment. Donc, on va réessayer une tentative sur Instagram comme ça. Autrement, avec des influenceurs, on l'a fait aussi. On a envoyé, notamment, on a travaillé avec des journalistes qu'on a envoyés sur certains de nos voyages qui ont relayé en fait notre activité, qui ont fait des articles, etc. Alors, je dis pas que ça n'a pas été utile au tout départ, vraiment pour avoir notre nom cité dans quelques médias différents. Mais encore une fois, quand on fait ce genre de choses, c'est un investissement. Parce que ce n'est pas forcément un investissement financier, parce que nos partenaires nous ont aidés finalement pour payer ces voyages-là aux journalistes. Mais c'est surtout un investissement de temps, parce qu'il faut l'organiser, parce que les journalistes ne sont pas libres n'importe quand, parce qu'ils ne veulent pas forcément tous la même chose, parce qu'ils veulent tirer profit d'un voyage de cette façon ou de cette façon. Donc ça demande quand même beaucoup d'investissement de temps. Et finalement, est-ce que alors après, on ne sait pas forcément nous d'où les clients viennent, etc. Mais est-ce que ça a valu la peine tout ça pour les conversions qu'on a eues? Honnêtement, peut-être que ça a valu la peine à un moment donné, mais c'est vrai qu'on a arrêté et que Ouais, ce qui fonctionne sur le long terme, c'est vraiment d'investir sur son site, le contenu et son référencement le plus fin possible.
Ah, voilà. Il y a une question de Caroline Monestier dans le live qui vous pose la question suivante. Pour la mise en place de vos actions en SEO, est-ce que vous avez fait appel à un prestataire spécialisé ou vous le faites en interne? Alors, au départ, quand on a créé l'entreprise, on n'y connaissait absolument rien. Donc, il a fallu quand même nous mettre à jour via des formations et via aussi un prestataire qu'on connaissait de façon personnelle. En fait, il nous avait été recommandé. On savait il avait monté une entreprise que de conseils SEO. Il faisait que ça. Il avait montré sa propre entreprise. Donc, on savait qu'il était vraiment performant parce qu'il faut se méfier aussi des prestataires. C'est quelqu'un qui était en individuel, qui était tout seul et il nous a vraiment expliqué les règles. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont prendre la main complètement sur le référencement d'une entreprise pour soi-disant l'améliorer, mais comme on ne saura pas finalement ce qui a été fait, ce qui reste à faire, le résultat obtenu, ça reste une boîte noire et c'est pas forcément super que ça reste une boîte noire. Nous, c'est vrai qu'il nous a obligés à comprendre ce qu'était le référencement et à chaque fois à nous dire voilà ce qu'il faut que vous amélioriez, mais c'est vous qui allez le faire. Et ainsi, on a compris vraiment les bases du référencement, on a compris les actions à mener. C'est pas si compliqué que ça. Il n'y en a pas 15 millions. Donc, une fois qu'on a compris les bases, en fait, c'est pas si compliqué de prendre les choses en main et de se dire ce qu'il faut travailler. Un stagiaire peut faire de la création de contenu une fois qu'on lui a dit ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. Donc, c'est pas non plus très engageant en termes de coûts et d'investissement. Mais c'est vrai qu'il faut connaître les bases. Et moi, je conseille ça. Et en fait, on a eu à un moment donné un souci, notamment avec nos landings qui ne marchaient pas très bien à la conversion. Donc, on a refait appel à lui 4 ans plus tard pour refaire un check complet. Et moi, je conseille plutôt ça. Je conseille plutôt des gens qui vont vous faire travailler et vous faire comprendre ce qu'il faut faire, plutôt que des entreprises qui vont prendre votre site. Ça va marcher, ça ne va pas marcher, mais en tout cas, on ne saura pas l'expliquer et on ne saura pas pourquoi. On a un outil aussi qui permet de suivre en fait la position. Donc, ça peut être sur MyPoseo, ça peut être aussi sur des outils internes qui permettent de suivre notre position sur Google sur tous nos mots-clés principaux. Et donc, on voit où est-ce qu'on augmente, où est-ce qu'on recule, mais au moins, on maîtrise cette partie-là qui est essentielle. Bien suivre au jour le jour, en fait, vos positionnements, voir tous les travaux qui ont été menés en amont, de voir comment ça se concrétise. Alors, Exactement. j'ai une question de Louison et je souhaitais vous poser une autre question concernant les avis clients parce que on dit que c'est important, on dit qu'il faut gérer tout ça, il faut gérer les faux avis, il faut gérer les gens qui ne sont pas contents. Comment vous gérez tout ça au quotidien? Il y a combien de personnes qui s'occupent de ça? Est-ce que vous êtes parfois débordé par les avis? Comment vous le gérez? Alors, nous, en fait, on a fait quelque chose de très simple, c'est que ne reçoivent des liens pour mettre des avis que nos clients. Donc, du coup, on n'a pas de faux avis, au détriment peut-être de certains de nos partenaires qui ont des clients personnels et qui voudraient avoir des avis supplémentaires. Alors, du coup, le problème, c'est que ça restreint le nombre d'avis, évidemment, ça restreint nos clients, mais on n'a pas du tout la gestion des faux avis. Alors ça marche assez bien. Finalement, les clients mettent un avis assez facilement. Environ 30% de nos clients mettent un avis. Vous les sollicitez systématiquement à chaque fois qu'il y a une prestation? Systématiquement, 2 fois de suite. Ah. Voilà, c'est vrai qu'ils mettent plus d'avis quand le voyage a été long que quand le voyage a duré une Et quand demi-journée. ça C'est se passe évident. mal, vous les appelez au téléphone également pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, par exemple? Ouais. Pour... Alors, on a de la chance parce que, en fait, on a une gestion. Enfin, non, on a pris le parti d'avoir des bons partenaires. Et dès qu'un partenaire, dès qu'on a 2 retours négatifs d'un client pour un même partenaire, en général, si on trouve que, alors à chaque fois, on enquête quand on a un avis client qui est négatif. D'ailleurs, en général, quand on a un avis négatif, le client ne va pas forcément mettre un avis directement sur le site. Il va nous appeler pour nous dire qu'il n'est pas content, pour nous dire de ne plus travailler avec cette personne, pour nous demander une compensation, etc. Donc, on n'a pas forcément dès le départ un avis négatif. Et dès qu'on a 2 avis négatifs, on enquête avec le partenaire pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment. On voit en fait pour dédommager le client si des fois il a besoin, c'est normal.
le skipper est parti une demi-journée en retard, bon, ben, le client est forcément dédommagé. Mais en tout cas, on enquête pour savoir finalement qui a tort dans cette histoire. Et quand on trouve que notre partenaire a tort, on n'hésite pas à arrêter en fait le partenariat. Donc, dès qu'on a 2, 3 avis qui sont négatifs sur un partenaire, on arrête de travailler avec. Encore une fois, ben, c'est un partenaire de moins, c'est des revenus en moins, on prend un risque financier, mais on préfère faire ça et n'avoir on n'a quasiment aucun retour à gérer sur l'année, aucun retour négatif. Et finalement, c'est quand même énormément d'économies de temps, de ressources. Nous, on a une personne qui s'en occupe partiellement parce que son emploi, c'est pas de faire ça. Quand il y a un retour, il s'en occupe, mais encore une fois, on en a tellement peu que finalement, il y a peu de travail. D'accord. Une question de Louison qui reparle du référencement. Nous demande, enfin, à vous demande combien ça prend de temps. Est-ce que c'est vraiment un emploi à plein temps de gérer le référencement ou c'est un petit peu dans la semaine ou voilà, quel temps ça représente en fait chez vous en termes d'investissement? Est-ce que c'est plusieurs personnes qui le gèrent? Parce que c'est assez complexe, comme vous disiez tout à l'heure, il y a à la fois la partie contenu et à la fois la partie suivre ce qui se passe en fait sur Google. Et puis les contacts avec le prestataire, mais vous êtes quand même assez autonome en fait. Donc vous avez aujourd'hui géré en interne cette partie référencement sans prestataire en fait. En fait, je pense que ça dépend de où on en est dans le référencement. Si on en est au développement d'un site, je pense que oui, c'est un temps complet. Mais encore une fois, si on a compris nous-mêmes comment il fallait faire, un stagiaire suffit. Maintenant, quand on a déjà monté son site, etc., et que on va régulièrement aussi travailler le référencement, tout simplement en augmentant le nombre de produits en ligne, parce que ça aussi, ça augmente le référencement. Je pense un demi-temps, un mi-temps suffit. Et encore une fois, un mi-temps de stagiaire suffit. Alors, je suis pas à vendre des stagiaires. Nous, on n'en a pas beaucoup. Je dirais, en général, pour tous les postes, on n'en a pas. Mais pour ce genre de choses, on en trouve très vite parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de faire des études de web marketing, de référencement, etc. Donc, c'est hyper intéressant pour eux de travailler là-dessus. Et franchement, il n'y a pas besoin, une fois que nous-mêmes avons compris, il n'y a pas besoin de compétences extraordinaires. Il faut juste leur apprendre ce que c'est le référencement et comment on le travaille. Et ensuite, en fait, ça va tout seul. Donc, c'est vraiment… voilà. Il y a une grosse mise en place, une bonne compréhension au départ, mais une fois qu'on a compris les mécanismes, on va dire, une personne sans une grosse formation technique peut suivre au quotidien le référencement. D'accord. Complètement. C'est très facile. Il y a des outils qui sont très bien faits et c'est pas très compliqué. Alors, une autre question de Louison dans le live qui pose la question suivante. Jusqu'où voyagez-vous? C'est-à-dire que vous avez des partenaires, mais aujourd'hui, où est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'ils sillonnent toutes les mers, tous les océans, ou est-ce que vous avez aujourd'hui des partenaires qui sont principalement, je sais pas, Méditerranée, Atlantique? Alors en fait, nous, on est ouvert pour en faire partout dans le monde. Le seul problème, c'est qu'on demande à nos partenaires d'être inscrits légalement et d'avoir une assurance professionnelle, un diplôme professionnel, etc. Et donc, ça élimine quand même un certain nombre de pays, notamment par exemple l'Afrique. Honnêtement, on n'a quasiment jamais trouvé de partenaire en règle. Également, certaines destinations où c'est très compliqué. L'Amérique du Sud aussi, c'est assez compliqué. À part le Cap Horn, où là, il y a quelques skippers. Mais finalement, nous, on est partout où on peut être, c'est-à-dire principalement Atlantique, Méditerranée. On a beaucoup de skippers dans les Caraïbes, bien sûr. On en a en Polynésie, aux Seychelles. Mais voilà, finalement, des zones assez connues où il y a aussi pas mal d'îles, ce qui est quand même intéressant parce que c'est compliqué forcément à faire à pied, donc le bateau devient nécessaire. Donc nous, on est quand même déployés un peu partout dans le monde, on a même en Alaska, mais c'est vrai qu'on est restreint par les systèmes légaux. Et une autre question de Louison, décidément, puis question très intéressante. Il vous demande, vos partenaires aujourd'hui, ce sont que des skippers professionnels, ou est-ce que ça peut être, par exemple, des agences qui travaillent des skippers, ou est-ce que vous avez des partenaires qui ne sont pas des skippers ni des agences? Alors effectivement, nous au départ, c'est que des skippers professionnels ou des petites structures. Ça peut être parce qu'on fait aussi des stages de voile, mettons. Donc ça peut être des petites structures écoles de voile où il y a 3 skippers, 3 bateaux. Mais ça peut être aussi des agences. Enfin,
Ce ne sera pas des agences. Je n'ai pas parlé du B2B et je pourrais peut-être en parler 2 minutes, mais on peut travailler aussi On a du avec temps, des, hein, Claire, hein, on a vraiment du temps. d'accord, Ouais, des petites voilà, structures, des petites très structures qui intéressant. ont plusieurs bateaux, qui organisent elles-mêmes des croisières, mais elles sont toujours propriétaires de leurs bateaux. Et nous, on est toujours distributeurs, en fait. Donc, nous, le but, c'est vraiment d'être exhaustif sur toutes les offres qu'on peut trouver de croisières, de stages partagés, entières, etc., pour que le client voit vraiment les différentes offres en mettant toujours le prix public de nos partenaires, le prix public de nos distributeurs, c'est-à-dire pour que le client finalement ne paye pas plus cher en passant par nous, qu'il n'ait pas l'impression de payer un service supplémentaire. Donc on prend une commission uniquement auprès de nos partenaires, donc de nos skippers, de nos agences, de nos Ça écoles de change rien au voyage. client final, mais vous Ça lui change apportez un rien. service. Voilà. Voilà, exactement. Et on apporte aussi d'agence de voyage, parce que nous, on est agence de voyage, donc on apporte la garantie financière, quel que soit ce qui peut se passer. Voilà, on a une garantie financière qui assure nos clients. Le B2B, ça, c'est intéressant parce que on a essayé, en fait, de se refaire distribuer. Notamment, il y a des entreprises comme TripAdvisor, par exemple, qui nous ont contactés pour redistribuer nos produits. On a essayé de le faire. Très sincèrement, c'était encore une fois beaucoup de temps. Il fallait nous-mêmes entrer chaque offre, etc. Et finalement, c'était tout le travail qu'on fait sur notre site, on le faisait sur leur site. Et en fait, quand on fait un peu de référencement et qu'on fait ça, on a vraiment l'impression de travailler pour eux et plus du tout pour nous, même si à la fin, on aura peut-être une petite commission dessus. Mais c'est pareil, on a arrêté tout ça parce que le temps passé était beaucoup trop important par rapport au temps qu'on pourrait passer sur notre site et qui nous rapporterait plus. Voilà. Voilà. Une question dans le live. Christian Neville nous demande quel est le lien avec les partenaires par rapport à la limite de responsabilité du service rendu. Sous-traitant, co-responsable. Donc là, c'est vraiment une question légale de se dire voilà où se situe la responsabilité. Vous, est-ce que vous êtes responsable? De quoi êtes responsable? Est-ce que le partenaire est responsable? Comment est partagée, on va dire, Mm. ces responsabilités? Alors, en fait, il y a eu un choix qui a été fait au départ, c'est-à-dire que soit on est distributeur, alors pour les voyages, en tout cas, ça se passe comme ça, pour le reste des activités, je ne sais pas, mais soit on est distributeur. Ça veut dire que globalement, on ne prend pas de responsabilité, nous, en tant que revendeurs, mais dans ce cas-là, il faut que l'argent ne transite pas par nous. C'est-à-dire qu'en fait, le client va payer, donc ça veut dire de prendre des logiciels comme MangoPay ou d'autres logiciels donc, qui prennent quand même des sous, mais ça veut dire que le client va payer et cet argent-là va être distribué entre le prestataire d'une part et nous d'autre part. Et dans ce cas-là, on ne touche finalement qu'une commission sur ce qui a été pris, donc on est uniquement apporteur d'affaires et on n'a plus de responsabilité de la relation entre le prestataire et le client. Ça, c'est un schéma. Nous, on a pris le deuxième schéma qui est de dire on est agence de voyage. Ça veut dire que le client nous paye, nous, et nous payons le distributeur. Là, ça veut dire qu'on a notre part de responsabilité. Même si on fait des contrats de partenariat avec nos prestataires qui disent qu'ils sont responsables de tout, ce qu'ils acceptent avec plaisir, je ne sais pas, mais ce qu'ils acceptent volontiers, puisqu'en fait, c'est leur métier d'être responsable de tout. On le dit bien sur le contrat de partenariat, mais n'empêche que le jour où il y a un problème, le client, bien entendu, se retournera quand même vers nous et on est quand même un peu responsable de ce qui se passe. Ça c'est un choix à faire au départ, en fait. Je dirais qu'il y a des qualités et des défauts dans les deux cas. Agence de voyage, ça permet aussi de rassurer le client, notamment quand il y a des problèmes, comme on a vu il n'y a pas longtemps dans le Covid, ça permet aussi de dire au client, vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, vous serez dédommagé, vous avez une garantie. Donc, ça permet quand même voilà, des bénéfices et on n'a pas à payer de logiciels, de MangoPay, etc., qui prennent pas mal d'argent quand même et on paye juste notre logiciel de paiement interne. Mais voilà, chaque solution pour si on accepte d'avoir des responsabilités ou pas. D'accord. Une autre question concernant le RGPD. Donc, par rapport à vos partenaires hors Union européenne, comment vous gérez les transferts de données personnelles?
Le fait de stocker des données, est-ce que vous en tenez compte même si le partenaire est en dehors de l'Union européenne? Alors, nous, RGPD, en fait, ça, je m'exprimerai pas du tout sur le sujet de la transmission de données, parce que je sais pas du tout si, j'ai pas tellement d'avis là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui transmettent beaucoup de données à leurs partenaires et ça leur fait beaucoup de sous et c'est super. Nous, on l'a jamais fait, en fait. On n'a jamais transmis aucune donnée. Donc, du coup, la transmission de données, elle est demandée à l'avance au client quand il veut s'inscrire sur notre site. Il dit oui ou non. Leurs données restent dans notre base et on ne l'utilise pas en dehors de notre activité. Même pour les newsletters, on leur demande s'ils les veulent ou non. Donc, j'avoue qu'on a une utilisation des données qui est extrêmement limitée. Et donc, finalement, la RGPD n'a pas changé grand-chose, hormis on a averti un peu plus le client et un peu mieux. Mais voilà, on n'en fait rien, peut-être bêtement, mais on n'en fait rien. Donc,